volu droit. Jeune Seigneur est ton œuvre splendide, un cœur de feu, une âme de guerrier. Tu le donnas à la Vierge timide, que tu voulais couronner de laurier. Sainte Jeanne de France, notre espérance repose en vous. Sainte Jeanne de France, priez, priez pour nous. Jeanne entendit dans son humble prairie des voix du ciel appeler au combat. Elle partit pour sauver la patrie, là tout son front à l'armée commandant. Sainte Jeanne de France, notre espérance repose en vous. Sainte Jeanne de France, priez, priez pour nous. Les fiers guerriers, Jeanne gagne les hommes, l'éclat divin de l'envoyer des cieux. Son bel regard, ses paroles de flamme, surcourber les fronts audacieux. Sainte Jeanne de France, notre espérance repose en vous. Sainte Jeanne de France, priez, priez pour nous. Jeanne, c'est toi notre unique espérance. Du haut des cieux, daigne entendre nos voix. Descends vers nous, viens convertir la France, viens la sauver une seconde fois. Sainte Jeanne de France, notre espérance repose en vous. Sainte Jeanne de France, priez, priez pour nous. Voilà, c'était la chanson d'introduction qui j'ai choisie juste avant l'émission. Je cherchais quelque chose de thématique qui nous rejoignait tous dans des moments où la France vit des heures quand même assez pénibles. Notre ancienne métropole semble ne pas bien aller et on a des gens ici au Québec, dans l'ensemble de la francophonie, qui cherchent des solutions pour s'en sortir. Et ce soir, j'ai pour vous une entrevue que j'ai réalisée avec Madame Valérie Bugeaud, qui fait suite à son projet qu'elle tient au bout de ses bras. Elle travaille très généreusement, réfléchit beaucoup avec toutes ses connaissances sur comment on pourrait sortir notre France de ce défi existentiel qui est maintenant devant nous. Et j'ai réalisé une entrevue il y a environ 2 semaines avec Madame Bugeaud que je vais vous présenter ce soir. Mais avant ça, j'ai quelques petits points à vous donner. Madame Bugeaud est maintenant au Québec depuis hier, lundi 3 juin. Elle participera à compter de jeudi dans le coin de la Beauce à la Cache à Maxime avec d'autres Français et Québécois à un séminaire d'été sur la gouvernance mondiale, dénoncer un peu tout les causes de la situation dans laquelle on se trouve. Et Madame Bugeaud a été toujours très généreuse à mon endroit, grâce au contact que le capitaine Place m'a offert
Madame Bugeaud en fait partie. Elle m'a donné quelques entrevues dans le passé. Et je voulais, juste avant de vous présenter, vous parler un petit peu des livres que Madame Bugeaud a fait paraître ces dernières années. Et les titres un peu, et le dernier livre qu'elle a fait paraître il y a quelques semaines déjà et qu'elle vient présenter ici aux Québécois dans le cadre de cette conférence qui dure 4 jours, à partir de jeudi cette semaine jusqu'à dimanche à la Cache à Maxime à Sainte-Marie-de-Beauce. Madame Bugeaud va venir parler, entre autres, là, de son projet Révolu droit. Et juste pour vous parler des ouvrages, pour ceux qui s'intéressent à Madame Bugeaud et qui veulent connaître plus son travail, je vous mets à l'écran ici, je vais juste vérifier, c'est ça, Les raisons cachées du désordre mondial, c'est le tome 1. Ensuite, elle a fait paraître d'autres ouvrages, elle en a plusieurs. Je voulais juste vous les présenter en guise d'introduction. Demain, dès l'aube, le renouveau. C'est une fiscaliste et une spécialiste en droit. Entre autres, elle connaît bien le fonctionnement de la monnaie et de la finance mondiale, et elle offre tout son talent pour nous faire découvrir ce domaine-là, pour qu'on puisse on le sait, je l'ai écrit dans le descriptif de l'émission. Valérie Bugeaud vient pour la première fois au Québec du 3 au 24 juin 2024 pour nous présenter son plan stratégique Révolu droit sur comment réagir face au totalitarisme de la haute finance apatride et de la corruption systémique. C'est dans son dernier ouvrage récemment paru aux éditions SIGES. C'est ce que je vais vous présenter à l'écran immédiatement. Donnez-moi juste 2 secondes. Voilà, ici. C'est le dernier ouvrage. Je vais essayer de vous le grossir juste un petit peu. Alors, la véritable alternative au grand reset vers un renouveau de l'État avec Révolu droit. C'est entre autres là ce qu'elle va venir ici parler cette semaine. Donc, elle vient nous exposer sa doctrine politique économique qui répond aux défis existentiels dont fait face la France et la civilisation française. Alors, je vais vous présenter cette entrevue-là. Par la suite, il y a Jean-Claude Pomerleau avec qui on a fait quelques émissions avec Madame Bugeaud, qui va venir faire le lien entre son travail titanesque. Hein? C'est le dernier ouvrage qu'elle a fait paraître, celui que je vous montre à l'écran. D'ailleurs, je vais passer la journée du vendredi 14 juin avec Madame Bugeaud. Je vais aller lui faire découvrir la région de la Beauce, et j'ai déjà un petit itinéraire que je lui ai suggéré, qu'elle a accepté. Donc, Jean-Claude, lors d'une émission, il va nous en parler par la suite. C'est une petite entrevue que j'ai faite avec Jean-Claude, un petit clip on vous offre à la fin, qui vient faire un lien avec le Québec, parce que Madame Bugeaud a travaillé beaucoup sur ce plan-là, Révolu droit. Et Jean-Claude Pomerleau, grâce à ses connaissances en histoire, en économie, a pu faire découvrir à Madame Bugeaud que tout son travail, c'est pas juste de la théorie, c'est de vouloir remettre l'Église au centre du village, d'essayer de retrouver une éthique en matière de finances. Jean-Claude Pomerleau a fait découvrir à Madame Bugeaud, et il va en parler par la suite, que ici au Québec, l'Église, le clergé québécois, après la révolte des patriotes et après le rapport Durham qui visait à assimiler, faire disparaître la population canadienne-française d'Amérique, le clergé québécois a réussi à relever le défi existentiel, et tout ce travail-là de Madame Bugeaud, on veut le faire connaître aussi aux Français, donner espoir aux Français qu'il y a moyen de s'en sortir, malgré que la communauté française d'Amérique avait perdu ses outils de politique, d'économie. L'Église, avec le domaine social, a réussi à
à relever le défi existentiel. Donc, de 1840 à 1960, c'était mis en place au Québec euh, des, euh, des, euh, des, des façons de faire qui, entre autres, par la multiplication des coopératives, par une solidarité entre les citoyens, on a pu relever ce défi existentiel-là. Et par la suite, après cette montée en force du Québec et des Canadiens français, on nous a servi par la suite cette dite révolution tranquille où le mouvement nationaliste a été pris je vous dirais, en otage par le libéralisme, par certains libéraux ici au Québec, qui entre autres nous avaient promis c'était le maître chez nous. On n'a jamais été si peu maître chez nous aujourd'hui. Alors, on a fait découvrir à Madame Bugeaud que ce plan-là a été mis en œuvre au Québec et ça a donné des résultats. Et c'est ce que elle fait en fait en venant au Québec, c'est de faire le pont entre tout son travail et l'expérience québécoise. Alors, sans plus tarder, je vous présente l'entrevue que j'ai réalisée avec Madame Bugeaud. J'aurai plein de commentaires là, que j'afficherai pendant cette entrevue-là. J'ai demandé à certains qui ont lu l'ouvrage de Valérie Bugeaud, ce dernier ouvrage-là. Je leur ai demandé de venir dans le clavardage pour venir commenter cette entrevue-là, venir donner un plus à l'information que Mme Bugeaud va nous livrer pendant cette entrevue-là. Alors, sans plus tarder, je vous présente cette entrevue que j'ai réalisée il y a environ 2 semaines. Alors, sans plus tarder, j'ai avec moi, j'ai eu l'immense privilège d'avoir avec moi Mme Valérie Bugeaud qui va venir faire un passage au Québec au mois de juin. Alors, sans plus tarder, à quelque part en France, j'ai avec moi Mme Bugeaud. Mme Bugeaud, bonjour. Bonjour, Monsieur Brochu, merci beaucoup de m'inviter. Donc, comme je viens de le dire aux auditeurs, vous allez être de passage pour la première fois au Québec. Dites-nous les dates que vous allez venir et les conférences que vous allez donner ici au Québec. Oui, alors je participe à un genre de séminaire plus privé avec la Fondation pour les droits et libertés. FDDLP. Oui. La FDDLP, et donc il y a 3-4 jours de conférence, je crois que c'est le 7, 8 et 9, qui sont organisés par cette fondation. Et donc j'en profite pour élargir un peu mon séjour et puis voir quelques amis, les amis de la France que nous avons au Québec. Oui, et donc, ça sera un grand honneur de vous recevoir et la Fondation des droits et libertés de Stéphane Blais qui travaille très fort pour faire pour un renouveau politique au Québec. J'ai déjà travaillé avec M. Blais, puis ça va être un grand événement. On est bien fiers de pouvoir vous voir pour la première fois au Québec, hein, je crois. Oui, absolument. Ce sera mon premier voyage au Canada et au Québec, donc aussi. Et je suis très, très honorée et très fière. Et je remercie beaucoup Stéphane Blais de m'avoir sollicité pour participer à cet événement qui a l'air d'être vraiment très, très important et en tout cas bien organisé. Et je pense qu'ils font un beau travail. Donc, j'ai écouté pour préparer cette entrevue-là, j'ai eu la collaboration de plusieurs personnes parce que vous êtes très appréciés ici pour les gens là, qui aimeraient voir un renouveau en politique, entre autres, où nos institutions démocratiques ont été très malmenées depuis plusieurs années. Et vous avez fait paraître plusieurs ouvrages et on a surtout le groupe que j'ai mandaté pour préparer l'entrevue, entre autres Jean-Claude Pomerleau et Gilles Verrier de la Fédération des Canadiens français. On a surtout travaillé avec vos deux ouvrages, Les raisons cachées du désordre mondial, en 2 tomes, que je présente ici à l'écran.
Il y a aussi la nouvelle entreprise où vous prononcez contre l'anonymat du capital et votre nouveau livre que vous avez fait paraître ces derniers jours, qui est la véritable alternative au grand reset vers un renouveau de l'État avec Révoludois. Madame Bugeaud, comme première question, le droit de l'empire maritime anglo-saxon contre le droit continental. Où situez-vous le début de ce droit qui est devenu une règle imposée aux autres États et avec quel effet? Alors, ça, c'est une question un peu à tiroir, c'est-à-dire que cette évolution s'est faite au fil du temps, avec plusieurs étapes qui ont amorcé une progression toujours croissante de cette emprise, de ce droit que moi je trouve falsifié, puisqu'au départ, évidemment, l'Angleterre était, comme tous les pays du continent européen, soumis au même principe que les pays continentaux, c'est-à-dire la France, l'Allemagne qui n'était pas unifiée, je le rappelle, l'Italie qui n'était pas non plus toujours très, enfin, qui n'avait pas la forme que nous connaissons aujourd'hui, l'Espagne, enfin, tous ces pays-là étaient soumis à la même formule de droit, c'est-à-dire un droit qui appartenait à l'Église, donc le droit canon, et puis concurremment, le pouvoir temporel bénéficiait aussi d'un droit de justice et donc édictait des règles propres, mais qui étaient limitées au domaine temporel, puisque le domaine spirituel appartenait à l'Église catholique dirigée par Rome à l'époque. Donc ça a duré jusqu'en 1531. En 1531, le roi Henri VIII, pour des raisons essentiellement personnelles, puisqu'il voulait divorcer d'avec sa femme et que le Vatican Rome le lui refusait, a décidé de créer l'Église anglicane. Et donc s'est affranchi de la puissance spirituelle de Rome, c'est-à-dire c'est aussi affranchi de la concurrence des règles juridiques de Rome. Donc quelque part, il y a une confrontation de pouvoir, une division du pouvoir législatif, puisque vous aviez le pouvoir temporel d'un côté, le pouvoir spirituel de l'autre, qui a été brisé à ce moment-là, puisque l'intégralité de la capacité à édicter des normes revenait donc au roi d'Angleterre, puisque c'est lui qui désignait l'archevêque de Canterbury, qui était le chef de l'Église anglicane. Donc ça a été la première étape, qui est une étape essentielle, parce que même si à l'époque on ne parlait pas de banquier, ça a permis de concentrer dans les mains du pouvoir temporel à peu près l'intégralité de la capacité à édicter des lois. Donc ça, c'est une étape vraiment très importante. C'est la première grande avancée vers la concentration des pouvoirs. En Angleterre, hein, on parle bien de l'Angleterre. Ensuite, il y a eu tout l'épisode Cromwell, donc le développement des velléités impériales et surtout la fusion des intérêts temporels, c'est-à-dire des intérêts politiques, avec les intérêts financiers supérieurs, puisque l'époque de Cromwell a vu une interpénétration en fait du pouvoir financier avec la couronne. Et ça a été une deuxième très grande étape, puisque ça a été l'étape qui a permis la bascule du pouvoir temporel vers le pouvoir financier. Ça a été la plus grande, le moment charnière qui a permis cette bascule-là. Et puis, vous savez qu'on était à l'époque dans les grandes épopées maritimes, qu'on appelait les grandes découvertes. Et donc, c'est à la faveur de ces grandes épopées qui avaient besoin d'être financées, évidemment, le pouvoir financier a pris de plus en plus d'importance dans la relation, dans la façon dont le pouvoir temporel se structurait. Et peu à peu, on peut dire qu'il n'a plus été possible de distinguer les intérêts financiers supérieurs des intérêts politiques de la couronne. Donc la bascule, elle s'est d'abord faite en Angleterre. Ensuite, effectivement, il y a eu, je dirais que la France a été le wagon de tête, donc la locomotive de cette modification profonde du droit
ça a été l'Angleterre, et puis ensuite, le wagon de tête du train, ça a été la France, puisqu'à partir du moment où, à partir de la Révolution française, eh bien, s'est imposé sur le territoire français des institutions qui étaient d'origine britannique, donc qui étaient des institutions étrangères à l'histoire politique et juridique française, qui sont en réalité le parlementarisme représentatif et la notion de banque centrale. Donc ces deux instances-là ont été mises en œuvre à peu d'années d'écart, hein, puisque le parlementarisme, ça a commencé avec les ancêtres des partis politiques, c'était les clubs. Vous aviez les Jacobins, les Girondins, tous ces clubs qui ont été à l'origine de la fermentation qui a abouti à la Révolution française, sont à l'origine aussi des partis politiques. Et ces clubs, en fait, on les retrouve dans les clubs britanniques. L'origine de tous ces clubs, c'est les clubs privés britanniques. Donc, on a eu vraiment sur le territoire français, après la Révolution française, une insertion institutionnelle qui était étrangère à notre histoire politique, avec le parlementarisme fondé sur les partis politiques issus des clubs britanniques et finalement en 1800, l'avènement de la Banque centrale. Donc ça, ça a été des moments structurants où la capacité législative a commencé en France à basculer dans les mains également des pouvoirs financiers. C'est l'organisation de ces institutions ont permis qu'en France, le pouvoir financier prenne le pas sur ce qu'on appelait avant le pouvoir politique, qui représentait l'intérêt général des populations et au moins qui représentait les populations effectivement. Or là, avec ces institutions-là, on voit le rapport des forces institutionnelles basculer vers, de façon assez sournoise, vers la satisfaction des intérêts financiers supérieurs. Voilà. On voit bien là, avec l'arrivée de ces clubs-là, un peu comme ce qu'on aime parler aujourd'hui de l'État profond. C'est-tu le début de ça, hein? Où bien on sûr, décide oui, parce que entre membres du club. Ouais. Voilà. Alors, oui, bien sûr, parce que en fait, le parlementarisme dit représentatif n'est pas du tout représentatif. Il est représentatif des intérêts des partis politiques. Or, les partis politiques, c'est l'auberge, ce que je peux appeler l'auberge espagnole, c'est-à-dire qu'il y a de tout dans les partis politiques. Mais les seules voix qui sont représentées sont représentées officiellement par le parti, bien qu'il y ait un ensemble de choses qui soient à la base du parti, mais qui remontent et qui décide de l'orientation qui sera officiellement donnée par le parti, la ligne du parti, eh bien, ce sont les dirigeants du parti, et ces dirigeants-là n'obéissent qu'à ceux qui leur fournissent des capitaux, des financements. Donc, par ce biais-là, et avec la Banque centrale dite indépendante, mais qui est indépendante effectivement des intérêts populaires, mais qui n'a aucune indépendance vis-à-vis des intérêts financiers supérieurs. Donc, ils ont capté en fait le pouvoir politique par le biais de ces institutions-là. Je rappelle que pendant tout le cours du 19e et du 20e siècle, le parlementarisme dit représentatif s'est imposé à peu près dans le monde entier. Donc ça, c'est une institution britannique qui a prospéré au-delà de toute espérance, si je puis dire, du point de vue britannique, puisque c'est vraiment l'institution qui s'est imposée comme étant la quintessence de la démocratie, ce qui est quand même une imposture. Donc, si vous voulez, au fur et à mesure de l'extension de ces institutions-là, à cela s'ajoute au XXe siècle toute la tendance à la création d'institutions internationales, supranationales et apolitiques. Hein. Donc, vous avez la SDN qui s'est transformée à partir de la Seconde Guerre mondiale en ONU. Vous avez tous les organismes comme la Banque des règlements internationaux. Vous avez à partir de la seconde moitié du XXe siècle, tous les organismes dits apolitiques, donc toutes les ONG qui se sont développées, mais toujours sur le modèle du rapport de force qui avait déjà basculé depuis longtemps dans le giron de la finance, si vous voulez, de la haute finance. Et vous savez que la haute finance apatride a ses racines à la City de Londres. Ces financiers n'ont eu de cesse que de développer leur emprise financière et mondiale par le biais notamment de la multiplication des paradis fiscaux
sous législation britannique, notamment via le trust anonyme. Donc, si vous voulez, c'est ce qui explique toutes ces institutions, toute cette fermentation d'origine britannique, mais qui s'est imposée, je vous l'ai expliqué d'abord en France et puis ensuite partout en Europe et dans le monde entier, a permis en fait une emprise très importante de la finance apatride, mais dont le siège initial était la City de Londres, dans tous les pays du monde. Et vous savez qu'à partir du moment où l'Empire britannique a cédé la place à l'Empire américain, la première place financière au monde est devenue le Delaware. Mais le Delaware est une sorte de filiale, une émanation de la City. De la même façon que les forces qui sont derrière la Banque des règlements internationaux ont toujours été une émanation des forces qui dirigeaient la finance internationale et qui siège, qui a son origine à la City de Londres. Voilà. Écoutez, là, vous réécrivez l'histoire du Québec parce que moi, à l'époque que j'étais professeur d'histoire, on disait que c'était les Anglais qui nous avaient appris la démocratie et le régime parlementaire. Et là, vous commencez à m'ouvrir les yeux sur ce qui est ce régime parlementaire-là britannique. Parce qu'on nous dit Oui. au Québec que si on n'avait pas eu le régime parlementaire, on aurait ressemblé à une petite Cuba du Nord. On nous faisait souvent des parallèles avec le communisme ici au Québec, mais ça n'a Alors, pas du rien tout. à voir avec la démocratie là, de ce que vous venez de Non, me dire. rien à voir puisque le régime parlementaire repose entièrement sur le système des partis politiques. Mhm. Or, les partis politiques sont dominés par ceux qui les financent. Donc, on est dans des circuits financiers obscurs, opaques, tout sauf transparents en tout cas. Donc, il y a toujours une apparence et puis une réalité du terrain, des rapports de force qui est totalement à l'opposé de tout ce qui est claironné. Donc, toutes les Puis ça, démocraties claironnées, vous savez, il y a une chose que mon grand-père m'a appris dans ma vie, il m'a toujours dit, quand on parle des choses, c'est qu'elles n'existent plus. Donc, à partir du moment où on clame sur tous les toits de parler de démocratie, vous pouvez être certain qu'elle n'existe pas. c'est Lionel Groulx ici au Québec qui, dans ses travaux, avait averti les Québécois de ne pas tomber dans le piège des partis politiques, justement, que Bien c'était une sûr. illusion de démocratie. Et là, vous venez de nous l'expliquer de façon très claire, avec l'histoire et toutes vos connaissances comment on peut dire, en monnaie. Et on sait que vous êtes une spécialiste fiscaliste en plus. Donc, je comprends très bien cette supposée démocratie qu'on nous a tant vendue au Québec, qui nous avait été appris par les lumineux anglo-saxons. Ça Mais n'a oui, rien à voir. mais Ouais, il faut quand même reconnaître qu'ils ont été très forts parce qu'avoir imposé leur système politique au monde entier, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Le exactement. parlementarisme aujourd'hui sévit dans quasiment tous les pays du monde. Certains peut-être lui échappent, mais sans doute pas beaucoup. Puis on comprend Et oui, puis on comprend que les États deviennent un outil pour ces gens-là. bien sûr, et c'est comme ça que naissent les États profonds, puisque ce sont les financiers qui sont derrière ces régimes-là qui mènent la danse et qui agitent des marionnettes politiques qui sont à leur service. Donc, à partir du parlementarisme naît finalement l'État profond. Les deux sont impliqués, imbriqués. L'État profond, c'est en fait le parlementarisme, avec les financiers derrière qui tirent les ficelles. Comme deuxième question, on va parler plus de votre livre que vous venez de publier. Ce livre a pour objectif de donner à tous les moyens du retour à un fonctionnement collectif sain, axé autour de la liberté et de la dignité humaine. L'enjeu est Ouais. de taille face au projet clairement annoncé et mis en œuvre par une petite minorité d'individus se retrouvant au sommet de Davos. Qu'est-ce que, à la lumière de ça, Madame Bugeaud, qu'est-ce que votre projet Révolu droit et quel est le lien avec la doctrine sociale de l'Église qui, au Québec, après la révolte des Patriotes 1837-38, c'est l'Église qui a relevé le défi existentiel ici au Québec parce que c'est cette institution-là qui était remis à la barre de la société canadienne-française. Alors, quel est le lien avec la doctrine sociale de l'Église? Alors, je vous parlerai dans un second temps de la doctrine sociale de l'Église parce que la première chose très importante, c'est de comprendre comment je suis arrivée à élaborer ce projet Révolu droit que j'ai élaboré personnellement, mais qui, il faut bien le comprendre, en fait, est
réhabilitation de toute l'histoire politique et juridique française, y compris celle avant la prétendue démocratie qui a été mise en œuvre suite au parlementarisme représentatif britannique. Donc la France, avant le parlementarisme, avait une longue histoire, hein, plus que millénaire. Donc il est un peu étrange d'oublier toute cette histoire pour ne se focaliser que sur ce qui a été fait après. Donc j'ai réinvestigué toute l'histoire, enfin les institutions larges qui ont, d'une façon large, les institutions qui ont eu lieu avant l'avènement de la Révolution française pour en fait élaborer les réponses aux défis d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est un retour sur l'histoire de France, c'est une réponse institutionnelle vraiment issue de notre propre histoire politique, mais qui s'inscrit dans un contexte actuel, c'est-à-dire dans le contexte des énormes défis qui nous attendent, et en particulier des défis économiques et monétaires. Donc, en fait, c'est une synthèse entre tout ce qui avait marché avant, tout ce qui a marché après. Le projet Révolu Droit, c'est ça. Je n'invente rien, je n'ai fait que reprendre des solutions qui ont été très largement mises en œuvre dans les temps anciens ou moins anciens et qui ont fait la preuve de leur efficacité. Donc, cette méthode m'a permis d'élaborer ce projet Révolu Droit que je définis comme étant un changement radical de paradigme, puisque c'est un changement de paradigme politique, c'est un changement de paradigme juridique, c'est un changement de paradigme économique, et c'est aussi ce changement général de paradigme s'inscrit dans le changement de paradigme scientifique qui est en cours de développement actuellement. Donc, c'est vraiment une réponse que je pense adaptée aux enjeux de demain, d'aujourd'hui, qui sont déjà des enjeux aujourd'hui, mais qui le seront encore plus demain. Alors, ce projet, en quoi est-il lié avec la doctrine sociale de l'Église? Eh bien, il est lié par précisément ce que j'appelle le changement de paradigme économique, du point de vue économique, parce que ce changement de paradigme économique, et là, c'est de là que toutes mes recherches ont commencé, puisque j'ai élaboré cette théorie juridique unifiée de l'entreprise qui reprend, et à l'époque, je l'ignorais, je le répète, c'est quand même assez cocasse, je l'ignorais, mais j'ai réinventé, y compris les termes même de la participation qui avaient été élaborés au XIXe siècle par la doctrine sociale de l'Église et qui a été reprise ce concept de participation a été repris au XXe siècle, au moment où le CNR travaillait, pour élaborer un changement de paradigme économique, mais qui n'a pas pu se mettre en œuvre, y compris à la fin de la guerre. Donc, et je rappelle aussi que sur ce changement de paradigme économique, duquel tout le reste dépend, puisque beaucoup de choses ont pu être mises en œuvre à la fin dans les travaux du Conseil national de la résistance après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, mais ce projet précis n'a pas pu être mis en œuvre. Et je rappelle qu'en 1969, De Gaulle a été mis en échec par le Sénat, justement parce qu'il voulait réhabiliter ce projet et qui mettait en échec toute cette plutocratie française qui s'était développée à la faveur de la révolution industrielle, de l'avènement du parlementarisme, des petites affaires entre amis liées au capitalisme opaque et prédateur. Voilà. Donc, c'est en ça que mon projet est aussi lié à la doctrine sociale de l'Église. Mais il n'est pas lié qu'à la doctrine sociale de l'Église, puisque je réhabilite des institutions françaises qui étaient des institutions de type temporel, donc pas seulement spirituel, avec en particulier ce que j'appelle les groupements d'intérêt, qui sont une émanation un peu directe, mais bien élargie, de ce qu'étaient les corporations d'Ancien Régime. Parce que vous savez que les corporations d'Ancien Régime étaient limitées à l'artisanat et au commerce. Or là, j'étends ce concept de corporation, que j'appelle groupement d'intérêt, à toutes les activités humaines. Et pourquoi je fais ça? Eh bien, en particulier en pensant à une chose bien précise, qui est un des défis de demain, c'est le développement de l'intelligence artificielle allié à la numérisation, allié aux capacités technologiques en termes mécaniques, les robots et compagnie, ce qui fait que les humains
tels qu'ils étaient conçus comme des capacités, des ressources humaines, comme on a eu l'habitude de l'entendre, des ressources humaines propres à produire des richesses immédiatement accaparées par certaines catégories de personnes, eh bien, ça est en voie de disparition puisque les machines rempliront bien mieux des processus automatiques et mécaniques que n'importe quel humain peuvent le faire. Donc, il s'agit de prendre en considération le fait que le travail tel que nous l'avons conçu depuis la révolution industrielle est en train de disparaître. Mais à cela, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas s'en inquiéter, à mon avis, plus que ça, puisque certes, le travail va disparaître, mais l'activité humaine ne disparaîtra qu'avec la disparition des êtres humains. Donc, tant qu'il y aura des êtres humains sur cette terre, il y aura des activités. Donc, l'idée, c'est de réinvestir l'activité humaine et de la canaliser, l'organiser, de façon à ce qu'elle puisse être utile non seulement aux individus qui la pratiquent, mais au groupe tout entier, tout en servant de cohésion sociale. Donc, c'est à ça que répondent les groupements d'intérêt, essentiellement. Puis au Québec, ces corporations-là, ces coopératives-là, il y en a, on en a mis sur pied plusieurs, mais comment vous voyez le futur de ça, même si on met en place les plus belles corporations, ça prend des gens qui ont une morale, c'est, euh, ça prend un système d'éducation qui montre l'importance de défendre le bien commun, parce qu'ici, l'individualisme, le droit des libertés individuelles a fait son chemin. Alors, comment s'assurer que de génération en génération, on puisse avoir des groupes qui sont capables de mener cette idée-là que vous mettez de l'avant? Alors, déjà, je voudrais bien préciser la chose suivante. Je fais une différence entre ce que j'appelle les corporations d'Ancien Régime, que je nomme groupement d'intérêt, et les entreprises sous forme de participation, qui sera une forme juridique unique d'exercice d'une activité professionnelle. Alors, cette activité professionnelle, elle pourra être exercée de façon individuelle ou de façon collective à plusieurs, et à ce moment-là, il y a une forme unique qui s'appelle la nouvelle entreprise, qui est la forme de la participation. Donc, la nouvelle entreprise permettra d'organiser tout type d'activité humaine. Et on ne fait plus de distinction entre ce qui est soi-disant à titre gratuit, soi-disant à titre onéreux, parce que, à moins de reconnaître l'esclavage comme une valeur civilisationnelle fondamentale, je ne vois pas qu'est-ce qui justifierait que des activités humaines puissent ne pas être rémunérées. Donc là encore, il y a une très grande hypocrisie qui est encore à trouver dans le monde anglo-saxon, qui est très friand de ces hypocrisies. Donc, je dirais que l'entreprise telle qu'on la connaît disparaît complètement au profit de la nouvelle entreprise, et ça se met en œuvre dans tous les groupements d'intérêt, quelle que soit l'activité de laquelle on discute, qu'elle soit à titre commercial ou non commercial, ou spirituel ou moral. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais bien préciser. Et d'autre part, pour ce qui est de l'individualisme, eh bien, c'est très simple. En fait, un individu, il est clair que toutes ces puissances financières n'ont eu de cesse que de diviser pour régner. Donc, diviser les individus. Aujourd'hui, on en est diviser les individus contre eux-mêmes. On veut même nous faire avaler que le genre n'existe pas, que nous pouvons choisir tout, etc. Donc, on est à l'ultime frontière de l'aberration totale. Et donc, on se rend bien compte que individuellement, on est très très fragile. Et les hommes n'ont pu se développer, n'ont développé des civilisations et du progrès que parce qu'ils étaient capables de s'unir pour faire des grandes choses. Alors, certes, à plusieurs, on va peut-être moins vite, mais on va beaucoup beaucoup plus loin que tout seul. Et donc, je pense qu'il y a une nécessité vitale aujourd'hui de retrouver du sens au groupe et que de plus en plus nous percevons. Je dirais qu'aujourd'hui, et après l'événement covidique, les gens le comprennent mieux qu'avant. Donc je dirais que toutes les expériences qu'ils veulent mener pour nous faire aller dans leur direction se retournent quelque part contre eux, puisque ça permet une prise de conscience plus rapide chez les individus, selon laquelle il y a des choses qui ne vont pas. Donc, dans les institutions révolues droit, une des
des méthodes pour réhabiliter le groupe aussi, c'est de réinvestir les gens dans la vie locale. C'est-à-dire que les gens pourront avoir un accès à la politique, non seulement dans le cadre de leur activité quotidienne, mais aussi par le fait qu'ils sont invités à participer activement et étroitement à la vie locale, dans le sens où ils sont une force d'initiative, ils sont aussi une force de contrôle par rapport à l'institution des maires, hein, MAIRES, qui sont les chefs d'une localité, que je garde, que je conserve dans Révolu Droit. Et donc, tous les gens qui habitent sur un territoire sont appelés à participer à la vie de la commune dans laquelle ils vivent, c'est-à-dire proposer des travaux ou proposer de développer certaines idées, etc. Donc, de réinvestir une capacité politique aux gens, c'est-à-dire de leur redonner un pouvoir d'agir sur leur quotidien, va de facto, par voie de conséquence, développer à nouveau l'intérêt et la capacité au groupe de vivre, en fait. Oui. Alors, il sera évidemment un des gros défis, ça va être de réapprendre à communiquer et à régler les problèmes, les conflits, parce que je ne propose pas non plus l'Éden sur Terre, c'est-à-dire que je ne vais pas changer la nature humaine, les conflits humains existeront toujours et il faut trouver les moyens de les résoudre de façon beaucoup plus amiable et beaucoup plus apaisée que ce n'est le cas aujourd'hui, avec toute cette infrastructure financiariste qui est en première ligne sur nos institutions. Puis, pour terminer, parce que nous, on suit beaucoup là, ce qui se passe un peu partout à l'échelle mondiale et la montée des BRICS qui propose un monde multipolaire. Jean-Claude Pomerleau et moi et mes collaborateurs surveillons aussi comment réapparaîtra la souveraineté des peuples, parce qu'on regarde un peu le dollar américain, l'hégémonie du dollar américain semble avoir brisé tous ces États-là, entre autres en Europe, là, c'est évident. Alors, est-ce qu'on doit passer nécessairement par une faillite du système occidental pour arriver à ce que vous proposez? Comment on peut contrevenir au travail de ces clubs-là, là, Davos et compagnie? Je vois mal comment ils vont pouvoir exister suite à un projet comme le vôtre. Comment on met ça en place? En fait, c'est très simple, Monsieur Brochu. Je pense que les dynamiques de destruction actuellement à l'œuvre sont inarrêtables. Elles sont tellement puissantes qu'on ne peut pas s'y opposer. Et je n'ai ni la prétention de m'y opposer, ni celle d'accélérer le mouvement, qui ne serait certainement pas du tout une bonne idée non plus, puisque quand on est dans une dynamique de chaos, c'est très dangereux pour tout le monde. Donc je pense que l'effondrement en cours est inéluctable et qu'il n'y a rien à faire, ni dans un sens ni dans l'autre. De toute façon, ce sont des forces qui s'imposeront à nous. Donc moi, l'idée de Révolu Droit, c'est dans ce contexte qui s'impose, comment préparer l'avenir pour assurer justement un avenir et pour repartir sur des fondamentaux. Vous savez, les Chinois, très justement, traduisent le mot crise par deux choses différentes. D'une part, danger, et d'autre part, opportunité. Et c'est effectivement ce que sont les crises. Ce sont des dangers et des opportunités. Donc le danger, tout le monde en a conscience, mais beaucoup moins des opportunités qui se cachent derrière le danger. Et ça, il faut aussi le remettre en avant pour ne pas désespérer les gens. Donc les opportunités, c'est la possibilité de repartir sur un schéma civilisationnel, c'est-à-dire positif, qui est productif pour tout le monde, pour les individus et pour les nations. Et ça, je prétends le mettre en œuvre par Révolu Droit. Et ça se prépare, c'est-à-dire qu'on doit déjà commencer à travailler dans cette direction-là pour pouvoir l'imposer au moment où ça sera possible de l'imposer. Aujourd'hui, il est clair qu'on ne peut pas imposer ça. Mais si on n'a jamais mis les premières fondations, vous savez, quand on construit les cathédrales, se sont construites sur des fondations. S'il n'y avait pas eu les fondations, on ne peut pas mettre un clocher. Donc, il faut toujours commencer par le début, même si c'est modeste et même si ça paraît lointain. En réalité, les choses sont vouées à une accélération subite dans les prochains mois et les prochaines années. Donc, tout ce qui a été fait aujourd'hui sera utile demain. Et c'est dans ce cadre-là que je propose de travailler sur Révolu Droit. Maintenant,
pour répondre concrètement au fait que l'Europe a été complètement soumise par le dollar, effectivement, beaucoup de pays du monde ont été soumis par l'hégémonie du dollar, mais l'idée, c'est de ne pas tomber d'une hégémonie dans une autre. Vous savez que pour l'instant, les BRICS, il n'est pas question de rapport de bloc. On n'est pas avec les BRICS aujourd'hui comme nous étions dans les années 50 et 60, avec le bloc de l'Est d'un côté, le bloc de l'Ouest de l'autre, qui s'opposaient frontalement. Les BRICS, c'est un conglomérat de pays très disparates qui n'ont absolument pas les mêmes intérêts géopolitiques et qui sont paradoxalement souvent même des antagonistes. Je pense par exemple à la Chine et à l'Inde, qui ne sont absolument pas des alliés naturels. Je pense aussi d'une certaine façon à la Russie et à la Chine, qui peuvent être des alliés sur certains sujets, mais qui sur d'autres resteront toujours quand même un peu méfiants les uns vis-à-vis des autres. Donc il ne s'agit pas de considérer les BRICS comme un bloc uni qui s'imposera à nous, mais il s'agit quand même de ne pas être naïf et de considérer que les problématiques actuelles s'inscrivent quand même dans le cadre de rapports hégémoniques en confrontation. Donc vous avez le monde anglo-saxon qui est en train de s'effondrer et vous avez quand même une puissance montante qui est la puissance chinoise, qui ne cache pas sa volonté de se développer et d'imposer ses vues, en tout cas de ne plus subir celles des autres. Donc dans ce cadre-là, soit les individus se prennent en charge et réinvestissent leur propre histoire pour pouvoir imposer des modèles alternatifs, soit ils ne le font pas. En fait, ça sera le courage des individus qui fera qu'on réémergera ou on sombrera. Vous savez, les civilisations, elles se fondent sur des hommes, des gens courageux. S'il n'y a plus d'individus courageux et qui sont capables de rester unis dans l'adversité et de faire bloc, eh bien, il n'y aura plus rien. Et ça, je ne peux pas, moi, savoir dans quelle direction, si ça prendra cette direction maléfique ou si mon projet sera amené à se développer. Je pense qu'il est inéluctable qu'il se développe et je pense qu'en France, eh bien, c'est la seule issue possible pour retrouver une nation digne de ce nom, parce que c'est, une fois de plus, réinvestir toute l'histoire institutionnelle, politique, juridique, économique de notre nation, de notre souveraineté. Donc, on peut espérer le retour des monnaies locales. Est-ce que j'ai bien compris pour qu'on puisse vraiment, Alors, oui, moi, je ne hein? suis pas trop favorable aux monnaies locales parce qu'une monnaie locale, vous savez, ça n'a d'utilité que locale. Justement, moi, je suis favorable à une monnaie nationale, de nature nationale. Oui, Ah oui, vous oui, disiez c'est ça. local au sens national. Oui, D'accord. c'est ça, excusez-moi, oui. Comme Oui. ici au Québec, l'idée à un moment donné de devenir souverain, on a ridiculisé beaucoup l'idée d'avoir un dollar québécois. On est mené souvent par des intérêts anglo-saxons et Ah, bien sûr. on a vite lapidé ce projet-là d'avoir notre propre monnaie. Mais il y a une maxime là, qui dit la souveraineté, c'est le contrôle de sa monnaie. Vous le connaissez peut-être mieux que Bah, oui, moi, là. Mais je la comprends bien ça. souveraineté, Moi, ouais. si vous n'avez pas le contrôle de votre monnaie, vous ne pouvez pas être souverain parce que vous dépendez de ceux qui vous fournissent les capitaux. Donc, vous n'êtes pas souverain. Il est évident que la souveraineté passe aussi par le contrôle de la monnaie, pas seulement, mais aussi et peut-être essentiellement. Entre la capacité à édicter des normes, donc la souveraineté juridique, et la souveraineté monétaire, bah après, il y a la souveraineté militaire, hein, la souveraineté des forces de l'ordre, et puis de la langue. Et voilà, ça définit toutes les conditions d'une nation. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez plus de nation, évidemment. Donc oui, l'avenir, à mon avis, est au renouveau des nations. Mais encore faut-il que ces nations sachent s'organiser, se rendre à nouveau cohérentes, c'est-à-dire retrouver une cohésion sociale qui a été profondément endommagée par ces fausses oppositions droite-gauche qui ont été artificiellement, dans une large mesure, artificiellement mises en œuvre pour faire perdurer les conflits et le système du diviser pour mieux régner. Vous savez que ceux qui étaient dans l'ombre, comme ils n'apparaissaient jamais, c'était facile pour eux de tirer les marrons du feu, quel que soit le côté où la balance penchait de droite ou gauche. Donc c'est de ça dont il faut s'extirper, mais pour s'en extirper, il faut déjà comprendre comment ça a été mis en œuvre, comment ça s'est produit, et les moyens de l'éviter à l'avenir. Donc oui, bien sûr, la souveraineté monétaire, c'est un impondérable, de la même façon que la souveraineté juridique est un impondérable.
parce que, une fois de plus, le droit n'est droit que parce qu'il est reconnu légitime par l'intégralité des gens qui vivent sur un territoire. Et ça se fait comment? Ben, ça se fait par la définition d'un bien commun, de concepts communs à tout le monde. Donc on est capable de faire des petites, de renoncer à certains intérêts particuliers pour développer l'intérêt commun, duquel nous tirons aussi un bénéfice. Voilà. Sans cet intérêt commun-là, il n'y a pas de nation. Et cet intérêt commun, il est à la fois la légitimité du droit et de l'État. C'est-à-dire que s'il n'existe pas, il n'y a pas besoin d'avoir un État. Et il n'y a pas besoin d'avoir du droit. Vous arrivez juste à point au Québec, Madame Bugeaud, parce que vous êtes en train de me dire qu'on n'a pas à attendre la chute de l'euro ou du dollar américain pour commencer à travailler sur un projet porteur d'avenir. C'est ça qui est merveilleux dans votre passage au Québec. Moi, je crois au potentiel du Québec et de sa société française, la seule qui reste en Amérique. Et ça fait longtemps que nous, on n'a pas trop cette pathologie-là, gauche-droite au Québec. C'était souvent entre souverainistes et fédéralistes. Et ce que vous me dites aussi, c'est que c'est ça, il faut lâcher ces prismes-là d'analyse et d'y aller véritablement sur ce qui est en train de se cogner ensemble, c'est-à-dire les souverainistes versus les mondialistes. C'est quel monde on veut, là. Et c'est le temps de le partir. Faut pas attendre que tout s'effondre. On peut commencer dès aujourd'hui. Absolument. Et je surenchéris sur ce que vous venez magnifiquement de synthétiser, de dire, c'est que il n'y a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin d'argent pour se réorganiser. On a besoin de se mettre ensemble et de se mettre d'accord sur des règles du jeu. Et c'est ça que propose Révolu Droit. Donc il n'y a pas besoin d'avoir ni des armes, ni de la finance pour faire ça. Merci beaucoup, Madame Bugeaud. On a bien hâte de vous voir au Québec. C'est ce qu'on vient de parler pour moi, là, ça m'encourage beaucoup à garder espoir et de penser que le projet de voir apparaître un pays au Québec peut réapparaître à tout moment. Puis merci encore une fois de cette entrevue. Puis je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Brochy, de m'avoir invité encore une fois. Je reconnais toute l'intérêt, en fait, pour moi de venir au Québec parce qu'effectivement, j'ai découvert, et grâce à vous, le fait que, notamment le concept de participation, alors sous une autre forme coopérative, mais avait prospéré au XIXe siècle au Québec et avait permis justement au Québec de rester français, enfin, en tout cas de garder une identité française. Donc, c'est vous qui me l'avez appris. J'en suis très, très reconnaissante et honorée. Et je suis très heureuse de pouvoir venir développer tout le projet Révolu Droit que j'ai conçu, mais encore une fois sur des fondamentaux historiques avérés, qui permettra de repartir sur des bases politiques, historiques, sociologiques saines, et dans lequel effectivement le Québec est un partenaire naturel de la France. Je serais très malhonnête de vous dire que c'est moi, c'est vraiment Jean-Claude Pomerleau qui, lui, travaille très fort en histoire, entre autres, parce que à partir de 1960, entre autres, avec la Révolution tranquille, est arrivé le concept de la grande noirceur, qui parle de cette époque-là, justement, entre la révolte des patriotes de 1837-38 et 1960, où le clergé québécois a relevé le défi existentiel qui était face à nous. Et aujourd'hui, cette grande période libérale-là, là, dite de révolution tranquille, où on a vu la finance et tous les phénomènes que vous avez décrits pendant l'entrevue dissoudre et de plus en plus rapidement aujourd'hui la société française d'Amérique. C'est pour nous un grand... c'est l'arrivée d'une Jeanne d'Arc, je vous dirais, au Québec, de vous apporter de la lumière dans cette grande noirceur-là. Puis, encore une fois, merci. Madame Valérie Bugeaud. C'est la deuxième fois hein, que tu la reçois, Carl. Et puis, ce qu'elle dit, c'est une analyse, on pourrait dire, géoéconomique. C'est la puissance maritime qui s'est projetée
sur la planète au travers des siècles. Et c'est le droit, on peut dire que c'est le droit des pirates, ça, le droit de l'Empire maritime, et qui s'oppose au droit continental, le droit qui naît du sol, puis qui a été développé au cours des siècles. Et puis, elle évoquait que, entre autres, la Révolution française avait un contenu qui était du droit de l'Empire maritime. En fait, c'est une révolution libérale. Et puis, elle termine, en fait, comment ça a évolué? C'est tout simplement, c'est qu'avec le temps, la puissance économique a fait que le politique s'est dissous dans l'économique. Dans le cas des États en Europe, petit à petit, les États se sont vidés de leur contenu politique et que ça s'est dissous dans l'économique, dans les réseaux économiques qui imposent leur ordre du monde, qui, au bout du parcours, arrive aujourd'hui à the rule-based order. Le rule-based order, c'est l'ordre par les règles anglo-saxonnes qui devrait s'étendre à toute la planète. Et ça, c'est le conflit qu'on a actuellement à l'échelle de la planète. Alors donc, son analyse est très profonde et puis elle a travaillé depuis très longtemps sur l'ensemble des concepts clés de ça. Et puis, elle nous livre une analyse, mais le fait de faire le constat de l'évolution de cette situation-là, c'est une chose, mais elle amène aussi une parade, une capacité de réagir à ça, de réorganiser les nations en fonction de rétablir leur capacité d'avoir une prise sur leur destin. C'est ça l'essentiel de ce qu'elle nous dit. Et puis, sa doctrine économique et politique, c'est le révolu droit. Et ce révolu droit-là, eh bien, elle a une base d'inspiration qui est la doctrine sociale de l'Église. Elle nous rappelle qu'il y a eu un développement avant la Révolution française, comment la France s'est constituée, etc. Et puis, après la Révolution française, comment ça a pu évoluer. Mais il y a un lien à faire, il y a un pont à faire entre la France et le Québec par rapport à ce défi-là face à la volonté de domination des Anglo-Saxons. Et puis, dans une première entrevue que tu avais faite avec, elle l'évoque à la fin de cette entrevue-là, présentement. Elle dit qu'elle a appris que les éléments de sa doctrine à elle, de parade pour reconstituer pour les nations une capacité d'avoir une prise sur leur destin, eh bien, on avait, nous, présenté le cas du Québec au 19e siècle qui faisait face au même défi. Alors, on peut le dire, là, juste pour les amis français, c'est qu'au 19e siècle, aux années de 1830, ici, suite à la Révolution française et inspiré de la Révolution française et de la Révolution américaine, il y a eu un mouvement, les Canadiens français qui étaient pris suite à la défaite de la France sur notre territoire en 1760, qui étaient pris au cœur de l'Empire. Cœur de l'Empire. Et puis là, il y a eu une révolte des patriotes qui voulaient imposer la majorité francophone dans les institutions supposément démocratiques, mais ça n'a pas fonctionné du tout. Et puis, il y a eu une répression suite à ça. Et les Anglais ont compris qu'on représentait quand même un danger pour eux, l'Empire britannique en Amérique du Nord, qui avait leurs assises ici au Québec. Et donc, là, il y a eu un rapport sur ces troubles-là, et c'était le rapport Durham qui préconisait l'assimilation des Canadiens français, des Français donc, et puis
à partir de nous enfermer dans des institutions communes avec les Anglo-Saxons, l'acte d'union de 1840. Et c'est à partir de là que l'Église de Rome, ses institutions, va prendre en charge cette petite nation française-là, de petits peuples, et puis qu'ils vont, ici, la Révolution française, elle a avorté comme, OK? C'est ça qu'il faut comprendre pour les Français. La Révolution française, ici, elle a avorté, et de 1840 à 1960, c'est l'Église qui porte la trame nationale à partir d'une doctrine qui est celle que propose Mme Bugeaud, là. C'est ça l'affaire. Et donc, de 1840 à 1960, on va petit à petit conquérir le territoire et puis garder notre langue. Et puis, l'Église va assumer toutes les missions d'un État ordinaire. Et puis, à la fin du 19e siècle, excusez, là va apparaître la doctrine sociale de l'Église, et c'est ça qui va devenir la doctrine des Canadiens français et qui va s'appliquer ici comme nulle part ailleurs. Et donc, là, les corps intermédiaires dont elle évoque les concepts sur les communautés d'intérêt, les corps intermédiaires qui ont été abolis avec la Révolution française. Et donc, ici, petit à petit, c'est comme ça qu'on va pouvoir garder notre cohésion nationale et bâtir nos propres institutions, entre autres avec les mouvements coopératifs. Et puis, on a finalement la première institution financière au Québec aujourd'hui, c'est une coopérative, c'est les caisses populaires Desjardins. Alors donc, la question qu'elle se pose finalement, c'est comment voir à l'application de sa doctrine, disons, économique, politique. Et puis, pour les gens qui peuvent se dire en Europe, c'est peut-être un débat d'intellectuels, ça a plus ou moins de prise sur la réalité. Mme Bugeaud, ce qu'on avait appris à Mme Bugeaud au moment de la première entrevue, c'était que ici, ça nous a permis de relever un défi complètement existentiel. C'était clair, là. Ils voulaient nous assimiler. On est au cœur de l'Empire. Et puis, à partir de cette doctrine-là, dont elle développe les concepts de base, eh bien, on a relevé ce défi-là jusqu'à 1960. Et en 1960, le Québec cesse de se penser comme une province pour se penser comme un État. Alors donc, c'est pas des concepts abstraits qu'elle développe, là. C'est une analyse de fond qui prend ses racines loin dans les siècles. Et puis, on peut parler d'Aristote, on peut parler de Thomas d'Aquin, etc. C'était les sources de la doctrine de l'Église au Québec. Eh bien, ça s'applique. Et donc, Mme Bugeaud vient au Québec, et là, on fait le pont. Et puis, nous, avec notre exemple, comment on a survécu à ce défi existentiel-là au 19e siècle jusqu'au 20e siècle, bien, à ce moment-là, oui, bienvenue au Québec, là. Et puis, c'est un exemple ici que sa doctrine s'applique. Et puis, c'est peut-être, de mon point de vue, la seule réponse face à la volonté des Anglo-Saxons de démanteler les États et dissoudre les nations. Et donc, l'enjeu est existentiel pour tout le monde. C'est clair maintenant pour la France. Qui l'aurait imaginé que la France pouvait devenir une province du fédéralisme européen qui est une matrice créée sous influence des Anglo-Saxons. Et puis voilà. Alors donc, Mme Bugeaud, bienvenue au Québec. On a hâte de vous entendre.
l'alouette en colère. J'ai un fils enragé qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé dans les temples sa finance où il ne peut entrer, et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé, comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus la belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas. J'ai un fils écrasé, un fils humilié, un fils qui demain sera un assassin. Alors moi j'ai eu peur et j'ai crié à l'aide, au secours, quelqu'un. Le gros voisin d'en face est accouru, armé, grossier, étranger, pour abattre mon fils une bonne fois pour toutes, et lui casser les reins, et le dos, et la tête, et le bec, et les ailes, alouette. Ah. Mon fils est en prison. Et moi, je sens en moi, dans le tréfonds de moi, pour ma première fois, malgré moi, entre la chair et l'os, s'installer la colère.